Le millionnaire de Neuilly-sur-Seine pensait que ce ne serait qu'une journée de silence de plus. Mais ses jumeaux muets s'arrêtent en voyant une pauvre fillette. En quelques secondes, elle accomplit ce qu'aucun médecin n'était parvenu à faire. Et le père assiste au miracle qui a changé son destin. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le ciel de Paris s'éveillait dans des teintes orangées et rosées quand Antoine Mercier sortit de son appartement de Saint-Germain-des-Prés. C'était un homme qui portait ses 52 ans de manière différente sur son visage et dans son âme. Le visage encore ferme, les cheveux grisonnants bien coupés, les épaules larges qui soutenaient des costumes impeccables, taillés sur mesure. Mais ses yeux bruns et profonds, portaient un poids qu'aucun succès financier ne parvenait à alléger. À ses côtés, marchant main dans la main avec lui, se trouvaient Pierre et Paul, ses fils jumeaux de 8 ans. Physiquement identiques, avec de grands yeux expressifs comme ceux de leur mère, des cheveux sombres et la peau claire. Ils portèrent des vêtements assortis, un jean et un t-shirt bleu, des baskets blanches impeccables, de beaux enfants, bien soignés qui attirèrent des regards attendris sur leur passage. Mais c'était le silence qui les accompagnait, qui attirait plus l'attention. Le rituel était toujours le même, depuis exactement 3 ans et 7 mois. Ils quittaient le luxueux appartement à 6h30 du matin, marchaient 3 rues jusqu'au jardin du Luxembourg, entraient par le portail principal et suivaient le chemin de gravier jusqu'à atteindre le banc en bois peint en vert, près du grand bassin. Le même banc, tous les jours. Pas un mètre à droite, pas un centimètre à gauche. Antoine s'asseyait au milieu, les garçons un de chaque côté. Il ouvrait le sac qu'il portait toujours avec lui et en sortait les mêmes jouets. Une petite voiture rouge pour Pierre, une bleue pour Paul. Ensuite, d'un petit sac isotherme, il sortait 2 pains au chocolat encore tièdes et 2 jus d'orange dans de petites bouteilles. Les garçons mangeaient en silence, regardant fixement le bassin, tandis que leur père observait l'horizon, comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne trouverait jamais là. Cette routine impeccable était son bouclier contre le chaos. Depuis que Béatrice, sa femme, était morte dans ce terrible accident sur l'autoroute A6, Antoine avait transformé la prévisibilité en religion. La douleur du deuil avait façonné son existence en une forteresse d'habitudes inébranlables, comme si toute altération de la routine pouvait ramener la tragédie à sa porte. Mais il n'était pas le seul à porter les cicatrices. Les jumeaux, qui n'avaient que 4 ans et demi lorsqu'ils avaient perdu leur mère, avaient réagi d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Un jour, ils étaient des enfants normaux, bavards, souriants. Le lendemain de l'enterrement, quand Antoine tenta de les réveiller pour le petit déjeuner, il comprit que quelque chose avait changé. Les garçons le regardaient, comprenaient tout, suivaient les ordres, mais n'émettaient aucun son. Pas un mot, pas un pleur, pas même un rire. Au début, les médecins dirent que c'était normal. Un traumatisme, un deuil infantile, une réaction temporaire. Mais les semaines devinrent des mois, les mois des années, et le silence persista. Mutisme sélectif sévère, expliqua le dernier spécialiste qu'ils consultèrent, un neurologue de renom qui lui factura une fortune, pour lui dire ce qu'Antoine savait déjà. Causé par un traumatisme émotionnel profond. Antoine engagea les meilleurs thérapeutes du pays. Il essaya toutes les approches, des plus traditionnelles aux plus expérimentales. Il investit dans la musicothérapie, la thérapie avec des animaux, l'art-thérapie. Il alla même jusqu'à voyager avec ses fils dans un centre spécialisé en Suisse. Rien ne fonctionna. Les garçons comprenaient tout, écrivaient quand c'était nécessaire, étaient intelligents et réussissaient même bien dans l'école privée bilingue où ils étudiaient. Les professeurs envoyaient des rapports élogieux sur leurs performances académiques, toujours accompagnés d'une note d'inquiétude concernant leurs conditions. À l'école, les jumeaux étaient connus comme « les garçons qui ne parlent pas ». Antoine s'était adapté à cette vie, homme d'affaires prospère, propriétaire d'une entreprise de BTP qui érigeait des immeubles de luxe dans toute la capitale. Il réorganisa sa vie autour de ses fils. Il réduisit ses heures de travail, délégua des responsabilités, remplaça les voyages d'affaires par des visioconférences. Il engagea une gouvernante, Madame Dubois,
qui s'occupait de la maison et des besoins de base des garçons pendant qu'ils travaillaient. Mais les matinées étaient sacrées. Toujours lui, toujours ses fils, toujours le jardin. L'endroit avait une signification particulière. C'est là, sur ce même banc, qu'ils avaient passé leur dernier dimanche en famille avant l'accident. Béatrice avait insisté pour aller au jardin ce jour-là. Ils avaient pris des photos, mangé du pop-corn, loué un pédalo et fait le tour du bassin. Béatrice avait tant ri ce jour-là. Une des photos de cette matinée était dans un cadre sur la table de chevet d'Antoine. La dernière image de la famille au complet. En cette matinée de septembre particulière, l'air était plus frais que d'habitude. Une brise légère faisait danser les feuilles des arbres et créait de petites ondulations à la surface de l'eau. Les garçons mangeaient leur pain au chocolat et Antoine vérifiait ses messages sur son téléphone quand il remarqua une agitation différente dans le comportement de ses fils. Pierre, qui était toujours à sa droite, avait cessé de manger et regardait fixement quelque chose au-delà du bassin. Paul suivit le regard de son frère et se fixa également dans la même direction. Antoine suivit le regard de ses fils et aperçut, entre les arbres, une petite silhouette solitaire. C'était une fillette d'environ 10 ans, menue, les cheveux bruns et bouclés, attachés en une tresse maladroite. Elle portait une robe simple, usée par le temps, avec quelques taches visibles sur le tissu. Elle était pieds nus, et ses pieds semblaient habitués à marcher sans chaussures. Elle se déplaçait avec l'agilité d'un oiseau, s'arrêtant ici et là pour ramasser quelque chose par terre. Antoine comprit qu'elle ramassait des morceaux de pain et des miettes laissées par les visiteurs. La fillette fredonnait doucement en se déplaçant. C'était une chanson qu'Antoine ne reconnaissait pas, avec une mélodie simple et joyeuse. De temps en temps, elle donnait un coup de pied dans un caillou, dessinait quelque chose sur le sol avec une brindille, ou s'arrêtait pour observer les oiseaux. Il y avait en elle une spontanéité qui contrastait avec la rigidité à laquelle Antoine était habitué. Il était sur le point de détourner le regard, de revenir à sa routine soigneusement construite, quand il remarqua quelque chose d'extraordinaire. Pierre avait quitté le banc et fait 2 pas en direction de la fillette. Paul, quelques secondes plus tard, fit de même. C'était la première fois, en toutes ces années, que les jumeaux se déplaçaient spontanément vers quelqu'un d'autre que lui ou Madame Dubois. Antoine sentit son cœur s'emballer. Il voulut rappeler les garçons, les protéger de cette interaction non planifiée. Mais quelque chose l'en empêcha. Il resta là, paralysé, observant ses fils s'approcher lentement de la fillette qui n'avait pas encore remarqué leur présence. Quand la fillette aperçut enfin les jumeaux, Antoine s'attendit à voir de la peur ou de la méfiance sur son visage. Après tout, c'était une enfant seule abordée par des étrangers, mais à sa grande surprise, elle afficha un large sourire sincère. Il n'y avait aucune crainte dans ses yeux, seulement une curiosité sincère. La fillette regarda les jumeaux, remarqua leur ressemblance et laissa échapper un petit rire. « Vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau, dit-elle, d'une voix claire et mélodieuse. Je n'ai jamais vu de jumeaux d'aussi près. » Les garçons ne répondirent pas comme on pouvait s'y attendre. Ils restèrent simplement là, la regardant avec fascination. La fillette ne parut pas dérangée par leur silence. Elle continua à parler comme s'ils avaient une conversation normale. « Je m'appelle Louise. Je viens ici tous les jours chercher de la nourriture pour les pigeons de la place. Mamie Thérèse aime bien les nourrir, mais elle n'arrive plus à marcher jusqu'ici. » Antoine restait assis, stupéfait. Il voulait intervenir, expliquer à la fillette la condition de ses fils, éviter qu'elle ne se sente ignorée. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la fillette s'approcha davantage des jumeaux, s'assit par terre et commença à dessiner dans la terre avec son doigt. « Vous voulez voir un tour de magie ?» demanda-t-elle avec une lueur dans les yeux. « Mamie m'a appris à faire des dessins qui racontent des histoires. » Et là, sur la terre battue du jardin, elle commença à dessiner des cercles, des lignes et des formes simples qui peu à peu prenaient un sens. C'était la silhouette d'une maison avec un arbre à côté. Tout en dessinant, elle narrait une histoire inventée sur une famille qui vivait dans cette maison et un arbre magique qui exauçait les vœux. À la grande surprise d'Antoine, les jumeaux s'assirent à côté d'elle, complètement absorbés par l'activité. Pierre prit même une brindille à proximité et, timidement, ajouta une ligne à son dessin. La fillette sourit, enchantée. « C'est ça. C'est le chemin qui mène à la maison, n'est-ce pas ?» dit-elle, enthousiaste. «
C'est alors qu'elle se mit à faire quelque chose d'inhabituel. Elle pointait des objets aux alentours, une feuille, une pierre, un banc, et prononçait les mots de manière exagérée, comme une maîtresse enseignant du vocabulaire à de très jeunes élèves. « Feu-il », disait-elle, en tenant une feuille morte et en montrant clairement la forme de sa bouche, en prononçant le mot « pire »,« banque ». Ensuite, elle faisait des grimaces amusantes, ouvrant grand la bouche en différentes formes. Les jumeaux l'observaient intensément, fascinés par chaque mouvement. Et puis, l'impensable se produisit. Paul, le jumeau qui semblait toujours le plus renfermé des deux, ouvrit la bouche et tenta d'imiter le mouvement qu'elle venait de faire. Aucun son ne sortit, juste le mouvement des lèvres. Mais pour Antoine, qui observait la scène comme dans un rêve, c'était plus que ce qu'il avait obtenu en des années de thérapie hors de prix. Louise, sans savoir le miracle qu'elle était en train d'accomplir, continua son jeu. Elle faisait maintenant des bruits d'animaux, imitait le vent dans les feuilles, le bruit de l'eau, et Pierre, ne voulant pas être en reste, commença lui aussi à imiter les mouvements de sa bouche. C'est alors que Paul laissa échapper un son, petit, presque inaudible, mais c'était bien un son, quelque chose comme un « ah » très doux. Antoine sentit ses jambes flageoler. Il dut s'agripper au banc pour ne pas tomber. Pierre, encouragé par son frère, essaya aussi. Son son fut différent, quelque chose comme un « oh » surpris. Louise applaudit, enchantée, sans avoir la moindre idée de ce qui venait de se passer. « Vous êtes très forts à ce jeu », s'exclama-t-elle. « Vous voulez apprendre une chanson? C'est très facile. » Et elle commença à chanter une simple comptine, quelque chose sur des oisillons et des nuages. Elle faisait des gestes avec ses mains en chantant, encourageant les garçons à l'imiter. Les jumeaux, toujours en silence, copiaient les gestes avec une concentration intense. Antoine ne pouvait plus bouger. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, tandis qu'il observait cette interaction inattendue. 3 ans et 7 mois de silence absolu, rompus par la présence d'une fillette aux pieds nus qui ramassait des miettes dans le jardin. Après quelques minutes, qui parurent des heures à Antoine, il trouva enfin la force de se lever et de s'approcher. La fillette le regarda et sourit, sans aucun signe de peur ou de méfiance. « Bonjour, monsieur, ces garçons sont vos fils? Ils sont super gentils. » Antoine ne parvenait pas à parler. Il hocha simplement la tête. « Ils ne parlent pas beaucoup, hein? Mais ce n'est pas grave, mon cousin Doudou non plus ne parlait pas jusqu'à ses 6 ans. Mamie disait qu'il gardait ses mots pour quand il aurait quelque chose d'important à dire. » Il y avait une sagesse simple dans cette observation qui toucha profondément Antoine. Il se racla la gorge, essayant de maîtriser son émotion. « Ils ont une condition particulière », parvint-il à dire finalement. « Ils ne parlent plus depuis très longtemps. » Louise haussa les épaules, comme si ce n'était rien de bien grave. « Mais ils comprennent tout, n'est-ce pas? Ça se voit dans leurs yeux. Les yeux parlent beaucoup. » Antoine ressentit une vague de gratitude pour cet enfant qui, dans son innocence, parvenait à voir au-delà du silence de ses fils. « Où est votre grand-mère » demanda-t-il, regardant autour de lui, s'attendant à voir un adulte responsable d'elle. « Mamie ne vient pas au jardin. Elle reste dans notre coin, sous le pont du périphérique. Elle ne peut pas marcher très bien. » Le cœur d'Antoine se serra en comprenant la situation. Une fillette sans abri, vivant avec sa grand-mère sous un pont. Et pourtant, il y avait tant de lumière en elle, tant de joie sincère. « Et vos parents » demanda-t-il avec précaution. Le sourire de Louise s'estompa un peu, mais ne disparut pas complètement. « Je n'ai jamais connu mon père. Maman est partie quand j'étais toute petite. Mamie dit qu'elle est partie chercher une vie meilleure pour nous, mais je crois qu'elle s'est perdue en chemin. » Il y avait une acceptation sereine dans cette réponse, une maturité qui contrastait avec son apparence fragile. Antoine sentit un nœud se former dans sa gorge. Les jumeaux, qui d'habitude restaient collés à lui dans toute situation sociale, continuaient d'être aux côtés de la fillette, parfaitement à l'aise. Paul se risqua même à lui prendre la main quand elle se leva pour montrer comment elle attirait les moineaux avec des miettes. Ils passèrent plus d'1 heure là, brisant tous les schémas de la routine sacrée d'Antoine. Il observait, émerveillé, comment ses fils interagissaient avec Louise, comment ils bougeaient plus librement, comment ils semblaient plus enfants et moins les statuettes silencieuses qu'ils étaient devenus. Quand l'horloge marqua 8 heures, Antoine annonça à contre-cœur qu'il devait partir.
Les garçons, pour la première fois depuis l'accident, montrèrent de la résistance. Pierre alla jusqu'à tenir la main de Louise, comme s'il ne voulait pas se séparer d'elle. « Vous revenez demain » demanda Louise avec de l'espoir dans les yeux. « Oui » répondit Antoine sans hésiter. « Nous sommes ici tous les matins, sur ce même banc. »« Alors je viendrai vous voir demain aussi » promit-elle, avec un sourire radieux. « Maintenant, je dois aller porter ces miettes à mamie et aux pigeons. » Elle dit au revoir aux jumeaux, avec une étreinte spontanée, qu'ils acceptèrent sans la repousser, un autre comportement inédit. À Antoine, elle fit un signe de la main joyeux et partit en courant entre les arbres, ses pieds nus effleurant à peine le sol, telle une petite fée de la forêt. Sur le chemin du retour, Antoine avait l'impression que le monde avait changé. Les mêmes immeubles, les mêmes rues, mais tout semblait différent. Les jumeaux marchaient avec une légèreté qu'ils n'avaient pas vue depuis des années. Paul alla jusqu'à pointer du doigt un chien qui passait, faisant un mouvement avec la bouche qui semblait vouloir dire « waf waf ». Quand ils arrivèrent à l'appartement, Madame Dubois les accueillit comme toujours, avec du café frais pour Antoine et du lait chocolaté pour les garçons. Antoine l'appela pour une conversation privée dans la cuisine, tandis que les jumeaux s'assirent sur le tapis du salon, chose inhabituelle à cette heure. « Madame Dubois », commença-t-il, encore en train de digérer les événements de la matinée. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. La dame de 60 ans qui travaillait pour la famille depuis avant la mort de Béatrice le regarda avec attente. Les garçons, ils ont presque parlé aujourd'hui. Les yeux de la gouvernante s'écarquillèrent. « Comment ça, monsieur Mercier? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il relata la rencontre avec Louise, les interactions, les petits sons que les garçons avaient émis. Madame Dubois porta les mains à son visage ému. « Mon Dieu, c'est un miracle, j'ai tellement prié pour ça. »« C'est cette fillette, Madame Dubois, elle a réussi, en 1 heure, plus que tous les spécialistes en des années. » Antoine regarda par la porte de la cuisine ses fils dans le salon. Ils étaient assis sur le tapis, dessinant quelque chose dans leur cahier, probablement en train d'essayer de reproduire les dessins que Louise avait faits dans la terre. Il y avait une énergie différente en eux, une vivacité qu'ils n'avaient pas montrée depuis longtemps. Elle vit dans la rue, Madame Dubois, sous un pont avec sa grand-mère malade. La gouvernante secoua la tête, attristée. Tant de gens dans le besoin dans cette ville si riche, ça fend le cœur. Antoine resta silencieux quelques instants, pensif. Puis, avec une détermination qui le surprit lui-même, il dit « Demain, nous la retrouverons. Et après, je trouverai un moyen de l'aider. » Le reste de la journée se déroula avec une différence subtile mais perceptible. Les jumeaux semblaient plus alertes, plus présents. Pendant le dîner, Paul tenta de faire l'un des sons que Louise lui avait appris, à la grande émotion de Madame Dubois, qui faillit laisser tomber le plat de riz. Le soir, après avoir couché les garçons, Antoine s'assit dans le fauteuil de sa chambre, regardant la photo de Béatrice sur la table de chevet. C'était une photo d'elle seule, souriant à l'objectif, les cheveux au vent, prise lors d'un voyage à l'île de Ré, avant la naissance des garçons. « Tu ne vas pas croire ce qui s'est passé aujourd'hui, Béa » murmura-t-il, utilisant le surnom affectueux de sa femme. C'était une habitude qu'il avait gardée, ces conversations nocturnes avec la photo. « Je crois que nos garçons sont en train de nous revenir. » Alors qu'il se préparait à dormir, Antoine pensait à la fillette du jardin. Comment quelqu'un d'aussi petit, vivant dans des conditions si difficiles, pouvait-il irradier autant de lumière? Comment avait-elle réussi à briser la barrière qui séparait ses fils du monde? Pour la première fois depuis des années, Antoine s'endormit avec un sentiment qu'il avait oublié. L'espoir. Une petite flamme, encore vacillante, mais indéniablement allumée. Demain, il retournerait au jardin. Demain, peut-être, les garçons feraient plus de progrès. Demain, il en découvrirait plus sur la mystérieuse Louise et sa grand-mère. Ce qu'Antoine ne savait pas, en sombrant dans le sommeil, c'est que cette rencontre fortuite ne changerait pas seulement la vie de ses fils, mais déclencherait aussi une série de découvertes qui ébranleraient les fondations de tout ce qu'il croyait savoir sur sa propre famille. Le destin avait mis Louise sur son chemin pour une raison bien plus grande qu'il ne pouvait l'imaginer. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avant le réveil. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une urgence à commencer la journée. En entrant dans la chambre des jumeaux, il trouva Pierre déjà réveillé,
assis sur son lit, regardant par la fenêtre. Paul dormait encore profondément. « Bonjour, mon fils, » dit-il doucement. Pierre se tourna et, à la surprise d'Antoine, esquissa un petit sourire. Ce n'était pas un sourire complet, mais il y avait là une expressivité qu'il n'avait pas vue sur le visage de son fils depuis longtemps. Pendant que les garçons s'habillaient, Antoine remarqua que Pierre choisit ses propres vêtements, au lieu d'attendre que son père prépare des tenues assorties pour les deux, comme d'habitude. Il choisit un t-shirt rouge, son préféré avant l'accident, qui était resté oublié au fond de l'armoire, de petits changements, de petits signes que quelque chose s'éveillait en eux. Madame Dubois était déjà dans la cuisine quand ils descendirent. Elle préparait le petit déjeuner avec une énergie renouvelée, fredonnant une chanson qui passait à la radio. En voyant les garçons, elle sourit avec affection. « Bonjour, mes princes !» s'exclama-t-elle comme chaque matin. Mais cette fois, au lieu de simplement la regarder sans expression, les jumeaux hochèrent la tête comme s'ils s'entraînaient à répondre à une salutation. Pendant le petit déjeuner, Antoine remarqua que Paul regardait à plusieurs reprises l'horloge murale de la cuisine. C'était comme s'il était impatient de sortir, d'arriver au jardin, de revoir Louise. Cette impatience, ce désir clair pour quelque chose, était aussi une nouveauté. « Nous sommes presque prêts, » dit Antoine, sentant l'agitation de son fils. « Nous allons bientôt au jardin. » En sortant de l'immeuble, le concierge, M. Durand, les salua comme toujours. « Bonjour, Monsieur Mercier, bonjour les garçons. » À la stupéfaction du concierge et d'Antoine lui-même, Paul fit un signe de la main en réponse. L'homme, qui connaissait bien la situation des jumeaux, fut si surpris qu'il faillit laisser tomber la tasse de café qu'il tenait. « Mon Dieu !» murmura-t-il, alors que les trois s'éloignaient déjà. Se pourrait-il que le gamin aille mieux? Sur le chemin du jardin, Antoine sentait une légèreté dans ses pas qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. C'était presque comme s'il remontait le temps, à ses matinées de dimanche avec Béatrice, quand ils se promenaient avec leur fils encore bébé dans la poussette, parlant de l'avenir, planifiant des voyages, rêvant de voir leur garçon grandir. En arrivant à leur banc habituel, Antoine remarqua que les jumeaux regardaient autour d'eux, cherchant. La déception sur leur visage quand ils n'aperçurent pas Louise fut visible. Paul laissa même échapper un soupir audible, un autre son, un autre signe que le silence se brisait peu à peu. « Attendons, » dit Antoine calmement. « Elle a dit qu'elle viendrait. » Il ouvrit son sac, mais quand il voulut sortir les petites voitures, Pierre secoua la tête. Il ne voulait pas du jouet aujourd'hui. Il voulait rester attentif, observer, attendre son ami. Antoine rangea les voitures, s'adaptant à cette petite rébellion contre la routine établie. Les pains au chocolat et les jus, cependant, furent acceptés avec enthousiasme. 15 minutes passèrent, puis 30. L'expression des jumeaux passa de l'attente à l'inquiétude. Paul commença à balancer ses jambes, agité. Pierre se mordillait la lèvre, une vieille habitude qui refaisait surface. « Peut-être qu'elle viendra plus tard », tenta Antoine, bien qu'il sentît sa propre déception grandir. La fillette avait-elle menti? Ou simplement oublié? Ou lui était-il arrivé quelque chose? C'est alors qu'ils aperçurent, non pas Louise, mais un groupe de personnes rassemblées près de l'une des entrées du jardin. Il y avait une voiture de la police municipale, quelques personnes gesticulant, montrant différentes directions. Il semblait y avoir une certaine confusion ou une recherche en cours. Antoine sentit une oppression dans sa poitrine en voyant cette agitation inhabituelle si tôt dans le jardin. Instinctivement, il serra plus fort les mains des jumeaux. Il y avait quelque chose dans cette scène qui l'inquiétait profondément. Les policiers municipaux discutaient avec un groupe de personnes, parmi lesquelles quelques habitués du jardin qu'Antoine reconnaissait de vue. « Restez ici, » dit-il au garçon en désignant le banc. « Je vais voir ce qui se passe. » À sa surprise, les jumeaux se levèrent avec lui, refusant de rester en arrière. Pierre lui prit la main droite, Paul la gauche, et tous trois marchèrent ensemble vers le groupe. En s'approchant, Antoine put entendre des bribes de conversation. La dame âgée est très agitée. N'est pas rentrée hier soir. La cherche depuis l'aube. Un frisson parcourut l'échine d'Antoine. Il accéléra le pas, entraînant presque les jumeaux avec lui. En s'approchant, l'un des policiers, un homme noir d'âge mûr avec le nom Leroy's brodé sur son uniforme, se tourna vers eux. « Bonjour, monsieur.
Vous cherchez aussi des informations? Que s'est-il passé? Demanda Antoine, essayant de garder son calme pour ne pas alarmer ses fils. Une fillette a disparu, expliqua le policier. Sa grand-mère est désespérée. Il semble que la petite ne soit pas rentrée hier après être venue au jardin ramasser des miettes pour nourrir les pigeons. Le cœur d'Antoine s'accéléra. Les jumeaux, à ses côtés, lui serrèrent la main simultanément, comme s'ils avaient eux aussi compris. « Cette fillette, commença Antoine, la voix tremblante. Elle a environ 10 ans? Cheveux bouclés, une robe simple, elle marche pieds nus ?» Le policier écarquilla les yeux. « Vous l'avez vue, monsieur? »« Oui, hier matin. Elle était ici. Elle a parlé avec mes fils. Elle a dit qu'elle s'appelait Louise et qu'elle vivait avec sa grand-mère, sous un pont si je ne me trompe pas. »« C'est bien elle !» s'exclama une voix derrière le policier. Une dame âgée, d'apparence fragile, les cheveux blancs attachés en un chignon défait, s'appuyant sur une canne improvisée, se fraya un chemin à travers le petit groupe. Ses yeux rouges et gonflés se fixèrent sur Antoine avec un mélange de désespoir et d'espoir. « Monsieur, vous avez vu ma petite fille, ma Louise? Elle est partie hier matin pour venir ici, comme d'habitude, et elle n'est pas revenue. J'ai passé toute la nuit éveillé à attendre. Ce matin, j'ai réussi à venir jusqu'ici pour la chercher. » La voix de la vieille dame se brisa, rongée par l'émotion et la fatigue. Antoine reconnut en elle les mêmes traits que Louise. Les yeux expressifs maintenant encadrés de rides profondes, la même petite bouche bien dessinée. Elle avait dû être très belle dans sa jeunesse. « Oui, madame, » répondit Antoine. « Elle était ici hier matin, vers 7 heures. Elle a parlé avec mes fils, a joué un peu, puis elle a dit qu'elle allait vous apporter des miettes, à vous et aux pigeons. Et à quelle heure a-t-elle quitté le jardin, vous le savez? Il devait être environ 8 heures, 8h30. Elle semblait bien, joyeuse comme toujours. » Les jumeaux, qui étaient restés silencieux aux côtés de leur père, commencèrent à s'agiter. Paul tirait sur la manche de la veste d'Antoine, pointant vers une direction spécifique du jardin. Pierre hochait la tête affirmativement, comme pour confirmer ce que son frère voulait exprimer. « Qu'y a-t-il, Paul » demanda Antoine, se penchant vers son fils. Paul pointa à nouveau avec plus d'insistance. Il montrait le côté ouest du jardin, une zone à la végétation plus dense, près d'un des bassins secondaires. « Je crois que mon fils essaie de montrer quelque chose », expliqua Antoine au policier. « Hier, lui et son frère ont beaucoup interagi avec Louise. Peut-être ont-ils vu où elle est allée. » Le policier Leroy observa les jumeaux avec curiosité. « Ils sont particuliers ?» demanda-t-il avec délicatesse. « Ils ont un mutisme sélectif », répondit brièvement Antoine. « Ils ne parlent plus depuis des années, mais ils comprennent tout. » La grand-mère de Louise s'approcha des garçons, ses yeux fatigués maintenant illuminés par une lueur d'espoir. « Vous avez vu où ma petite fille est allée, mes chéris? S'il vous plaît, si vous savez quelque chose, aidez cette vieille femme. » À la surprise de tous et surtout d'Antoine, Paul lâcha la main de son père et prit celle de Madame Thérèse. Avec une détermination surprenante, il commença à la tirer dans la direction qu'il avait indiquée. Pierre suivit juste derrière et Antoine, le policier et 2 autres personnes du groupe les accompagnèrent. Paul menait le chemin avec une assurance qu'Antoine n'avait jamais vue chez son fils. Il évitait les obstacles, choisissait les sentiers, tenant toujours la main de la vieille dame avec soin, ajustant son pas à ses difficultés de locomotion. C'était comme si un autre enfant avait pris la place du garçon silencieux et renfermé qu'Antoine connaissait. Ils marchèrent pendant une dizaine de minutes, pénétrant dans une zone moins fréquentée du jardin, où la végétation était plus dense et les sentiers moins marqués. Ils arrivèrent à une petite clairière près de l'un des plus petits bassins du jardin. Paul s'arrêta, regardant autour de lui comme s'il cherchait quelque chose de spécifique. Pierre, à ses côtés, imitait son geste. « Tu es sûr que c'est par ici, mon garçon ?» demanda doucement le policier Leroy. Paul acquiesça vigoureusement. Il pointa le sol, puis fit un mouvement circulaire avec ses mains, comme s'il dessinait quelque chose. « Des dessins », murmura Antoine, se souvenant. Louise faisait des dessins dans la terre. Peut-être est-elle venue ici pour dessiner. Tous commencèrent à examiner la zone. Le sol était humide à cause de la rosée matinale, mais il était encore possible de voir des marques et des empreintes à certains endroits où la terre était plus exposée.
Le policier s'accroupit pour examiner certaines de ces marques. « On dirait qu'il y a eu du mouvement ici récemment », commenta-t-il. « De petites empreintes, probablement celles d'un enfant. » Madame Thérèse, épuisée par l'effort de la marche, s'assit sur une pierre à proximité. Son visage exprimait un mélange d'espoir et de peur. « Louise a toujours été fascinée par ce jardin, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Elle disait que c'était le plus bel endroit du monde, même après toutes les difficultés que nous avons traversées. Pendant qu'elle parlait, Pierre s'éloigna du groupe, marchant vers un ensemble de buissons près du bord du bassin. Antoine observa son fils avec attention, prêt à le rappeler s'il s'éloignait trop. Mais il y avait quelque chose dans la posture de Pierre, une détermination inhabituelle qui le fit hésiter. Pierre s'arrêta devant les buissons et s'accroupit. Il semblait examiner quelque chose au sol, puis il se retourna et fit signe au groupe, avec un geste urgent des mains. « Il a trouvé quelque chose », dit Antoine, courant déjà en direction de son fils. En arrivant, Antoine vit ce qui avait attiré l'attention de Pierre. Par terre, partiellement recouverte de feuilles mortes, se trouvait une petite chaussure rose en plastique, du genre de celles bon marché vendues sur les marchés. À côté, un sac en plastique froissé contenant des miettes de pain. « C'est à elle », confirma Madame Thérèse qui s'était approchée avec l'aide du policier. « Leroy, j'ai réussi à lui acheter ses chaussures le mois dernier, mais elle les porte rarement. Elle dit qu'elle préfère marcher pieds nus. » Le policier prit la chaussure avec précaution, l'examinant. « Elle ne semble pas être là depuis longtemps, » observa-t-il. « Et il n'y a aucun signe de lutte ou de violence. » Paul, qui était à côté de son frère, s'agenouilla et commença à écarter d'autres feuilles du sol. En dessous, il révéla une zone de terre battue où se trouvaient des dessins faits avec une brindille. Des cercles, une maison, ce qui semblait être un arbre. « Ce sont ses dessins, » confirma Antoine. « Elle était ici en train de dessiner comme elle l'a fait hier avec les garçons. » Le policier Leroy prit sa radio et communiqua avec ses collègues, les informant de la découverte et demandant des renforts pour une recherche plus approfondie dans la zone. Pendant ce temps, Paul continuait à fouiller les alentours, comme s'il cherchait d'autres indices. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui brillait entre les feuilles, à quelques mètres de là. Il s'accroupit à nouveau et ramassa l'objet, un petit bracelet fait de perles, coloré. « C'est à elle ?» demanda Antoine, montrant l'objet à Madame Thérèse. La vieille dame prit le bracelet avec des mains tremblantes, des larmes coulant sur son visage ridé. « Oui, » dit-elle, la voix presque un murmure. « Nous l'avons fait ensemble le mois dernier, avec des perles que nous avions trouvées. Elle ne l'enlève jamais de son poignet. » L'implication de cette découverte pesa lourdement dans l'air. Si Louise avait enlevé le bracelet ou s'il s'était cassé, quelque chose de grave aurait pu se produire. L'inquiétude sur le visage du policier s'intensifia. « Je vais devoir vous demander, monsieur et madame, d'attendre ici avec les enfants, » dit-il à Antoine et à la grand-mère. « Je vais vérifier le périmètre plus près du bassin. Ne vous éloignez pas, s'il vous plaît. » Alors que le policier s'éloignait, suivant ce qui semblait être une trace de végétation écrasée en direction du bassin, Madame Thérèse s'effondra en larmes, s'agrippant au bracelet de sa petite fille. « Mon Dieu, ma petite, elle est tout ce que j'ai en ce monde. S'il lui est arrivé quelque chose... » Antoine s'assit à côté de la vieille dame, posant doucement sa main sur son épaule. « Nous allons la retrouver, Madame Thérèse. Je suis sûr qu'elle va bien. » Les mots sonnaient creux même pour lui. Le jardin était grand, avec des zones de végétation dense, des bassins profonds, divers chemins menant hors de ses limites. Un enfant seul pouvait facilement se perdre, ou pire, être enlevé. Antoine tenta de repousser cette dernière pensée, mais elle persistait, alimentée par les histoires terribles qui apparaissaient parfois aux informations. C'est alors que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Paul s'approcha de Madame Thérèse et, à la surprise totale d'Antoine, posa sa main sur le visage de la vieille dame, essuyant l'une de ses larmes. Le geste d'une tendresse inattendue fit cesser la vieille dame de pleurer un instant. Et puis, Paul ouvrit la bouche. « Louise ». Le mot sortit entrecoupé, hésitant, la voix rauque par le manque d'usage. Mais c'était clairement un nom, clairement un mot intentionnel. Antoine sentit le monde s'arrêter autour de lui. Son fils avait parlé. Après 3 ans et 7 mois, Paul avait dit un mot. Madame Thérèse regarda le garçon, stupéfaite. « Tu la connais bien, n'est-ce pas, mon chéri ?»
Paul acquiesça vigoureusement. Puis, avec un effort visible, il pointa le bassin et dit clairement « Eau ». Pierre, à côté de son frère, s'anima également. Imitant le geste de son frère, il pointa le bassin et tenta de dire quelque chose. Le son sortit plus comme un grognement que comme un mot, mais l'effort était évident. « Vous pensez qu'elle est dans l'eau » demanda Antoine, alarmé. Paul secoua la tête négativement. Il pointa l'autre rive du bassin, où se trouvait un petit pont en bois menant à une île artificielle au centre. « Hule » réussit-il à dire avec difficulté. À ce moment, le policier Leroy revint, accompagné de 2 autres policiers arrivés en renfort. « Nous avons trouvé une autre chaussure près de la rive », informa-t-il, « et il y a des traces qui suggèrent que quelqu'un aurait pu se diriger vers l'île centrale. » L'île, un petit bout de terre au milieu du plus petit bassin, était un lieu populaire pour l'observation des oiseaux, avec une petite structure ressemblant à un kiosque au centre. En semaine, surtout si tôt, il y avait rarement des visiteurs. « Allons vérifier, » décida le policier Leroy. « Monsieur, vous et les enfants, attendez, ici avec madame, s'il vous plaît. » Mais Paul ne semblait pas disposé à rester en arrière. Avec une détermination surprenante, il commença à marcher vers le pont, tirant son frère par la main. Antoine courut derrière eux. « Paul, Pierre, attendez !» Les policiers observèrent, perplexes, tandis que les jumeaux se dirigeaient résolument vers le pont menant à l'île. « Mes fils sont convaincus que Louise est sur l'île, » expliqua Antoine, les rattrapant. « Et ils ont commencé à parler aujourd'hui. Je pense que nous devrions leur faire confiance. » Le policier Leroy hésita un instant, puis acquiesça. « Très bien, allons-y tous ensemble. Mais les enfants restent derrière nous, compris ?» Ils traversèrent le pont en bois en file indienne, les policiers en tête, suivis par Antoine avec les jumeaux, et Madame Thérèse, aidée par le 3e policier à l'arrière. Le pont grinça sous leurs pas, le son résonnant sur les eaux calmes du bassin. À mesure qu'ils approchaient de l'île, Antoine sentait son cœur battre de plus en plus fort. Il y avait une tension dans l'air, une attente qui faisait que chaque seconde semblait une éternité. L'île était petite, d'environ 50 mètres de diamètre. Au centre s'élevait une structure en bois couverte, semblable à un kiosque, conçu pour l'observation des oiseaux. Autour, la végétation était dense, avec des buissons et quelques arbres bas. Les policiers commencèrent à contourner l'île, tandis qu'Antoine, les jumeaux et Madame Thérèse se dirigèrent directement vers le kiosque. En s'approchant de la structure, Paul accéléra soudainement le pas, se libérant de la main de son père. Il courut vers le kiosque avec une urgence qui alarma Antoine. « Paul, attends !» Mais le garçon ne s'arrêta pas. Il monta les 3 marches en bois menant à la plateforme du kiosque et disparut à l'intérieur. Pierre, après un moment d'hésitation, suivit son frère. Antoine courut derrière eux, le cœur battant à tout rompre. En entrant dans la structure, la scène qu'il vit le laissa paralysé. Louise était là, recroquevillée dans un coin, serrant ses genoux contre sa poitrine. Elle semblait y avoir passé la nuit, sa robe sale de terre, ses cheveux en désordre, son visage marqué par des larmes séchées. Mais, en voyant Pierre et Paul, son visage s'illumina d'un sourire de soulagement. « Vous êtes venus !» s'exclama-t-elle, la voix rauque. « Je savais que vous me trouveriez. » Pierre et Paul coururent vers elle, la serrant dans leurs bras avec une spontanéité qu'Antoine n'avait jamais vue chez ses fils depuis l'accident. Louise leur rendit leur étreinte, pleurant et riant en même temps. « Louise !» La voix tremblante de Madame Thérèse résonna derrière Antoine. La vieille dame entra dans le kiosque, appuyée sur sa canne, les yeux fixés sur sa petite fille. « Mon Dieu, ma petite !»« Mamie !» Louise se dégagea doucement des jumeaux et courut vers sa grand-mère, la serrant fort dans ses bras. « Pardon, mamie, pardon !» Les policiers entrèrent juste après, le soulagement visible sur leur visage en constatant que la fillette allait bien. « Que s'est-il passé, ma petite ? Pourquoi as-tu passé la nuit ici ?» demanda le policier Leroy, s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de Louise. La fillette essuya ses larmes avec le dos de ses mains sales de terre. « Je dessinais là-bas, près du bassin, comme d'habitude. J'avais promis de revenir voir mes amis. » Elle montra les jumeaux, mais je voulais leur faire un dessin spécial avant. Et puis, il s'est mis à pleuvoir très fort d'un coup. Antoine se souvint qu'effectivement, il y avait eu un orage rapide mais intense en fin d'après-midi la veille. « J'ai couru ici pour m'abriter, » continua Louise. « La pluie était si forte que le pont a été recouvert d'eau.
J'ai eu peur d'essayer de traverser et de tomber dans l'eau. Je ne sais pas nager. Mais pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide quand la pluie s'est arrêtée? Demanda le policier. J'ai essayé de crier, mais personne n'a entendu. Puis il a fait nuit et j'ai eu peur. Il y avait des bêtes qui faisaient du bruit dehors, et j'ai cru que ça pouvait être des crocodiles ou des serpents. Il y avait une logique enfantine dans son raisonnement qui fit sourire Antoine, malgré la gravité de la situation. L'île était sûre, sans animaux dangereux, mais pour un enfant seul dans le noir, n'importe quel bruit pouvait se transformer en une menace mortelle. « J'ai attendu que le jour se lève, » conclut-elle. « Je savais que pendant la journée, quelqu'un me trouverait. » Madame Thérèse serra à nouveau sa petite fille dans ses bras, ses larmes étant maintenant de soulagement et de joie. « Ne me fais plus jamais une peur pareille, mon amour. J'ai cru que je t'avais perdu aussi. »« Aussi ?» Le mot s'échappa des lèvres d'Antoine, avant qu'il ne puisse le retenir. La vieille dame le regarda avec des yeux fatigués qui semblaient lui porter tout le poids du monde. « J'ai déjà perdu ma fille, la mère de cette petite. Je ne supporterai pas de perdre Louise aussi. » Il y avait quelque chose dans cette phrase, dans ce regard, qui résonna profondément en Antoine. Lui aussi connaissait cette douleur, celle de perdre quelqu'un d'irremplaçable, celle de craindre de perdre le peu qui restait. Le policier Leroy, après avoir vérifié que Louise n'avait pas de blessure autre que quelques égratignures superficielles, suggéra que tout le monde retourne au poste de police à l'entrée du jardin pour les procédures formelles et pour que la fillette puisse se reposer correctement. Sur le chemin du retour, Antoine observait ses fils marcher aux côtés de Louise, comme s'ils étaient ses gardiens. De temps en temps, Paul disait un mot isolé, « oiseau »,« arbre », en montrant des choses qu'il voyait en chemin. Chaque mot était accueilli avec enthousiasme par Louise, qui applaudissait et l'encourageait à continuer. Le miracle qu'Antoine attendait tant se produisait sous ses yeux, catalysé par cette fillette extraordinaire qui était entrée dans leur vie si inopinément. En arrivant au poste de police, tandis que les agents remplissaient des rapports et offraient de l'eau et des encas à Louise et sa grand-mère, Antoine s'assit sur un banc à l'extérieur, observant ses fils. Ils ne quittèrent pas Louise d'une semelle, comme s'ils craignaient qu'elle ne disparaisse à nouveau s'ils la perdèrent de vue. « Vos garçons sont spéciaux, » dit Madame Thérèse, s'asseyant à côté d'Antoine avec un verre d'eau à la main. Malgré la fatigue, il y avait une dignité dans sa posture, une force qui venait d'années de difficultés surmontées. « Oui, ils le sont, » acquiesça Antoine. « Mais votre petite fille, elle a fait quelque chose qu'aucun médecin, aucun spécialiste n'a réussi en des années. Elle a ramené mes fils. » La vieille dame sourit, les rides autour de ses yeux s'accentuant. Louise a toujours eu ce don. Même avec si peu, elle arrive à donner tellement aux autres. Parfois, je pense qu'elle a une lumière en elle que toute l'obscurité du monde n'a pas réussi à éteindre. Antoine observa la fillette à travers la vitre du poste, riant en montrant à Pierre comment faire un origami simple avec une serviette en papier. Il y avait une résilience impressionnante en elle, une capacité à trouver de la joie dans les petites choses qui contrastait fortement avec l'austérité qui avait dominé sa propre maison ces dernières années. « Madame Thérèse, » commença-t-il hésitant, « je sais que nous nous sommes rencontrés dans des circonstances étranges, mais j'aimerais vous inviter, vous et Louise, qu'à déjeuner chez moi aujourd'hui. Mes fils se sont clairement attachés à votre petite fille, et ce serait bien pour eux de continuer cette interaction. » La vieille dame le regarda, surprise par l'invitation. Il y avait une méfiance initiale dans son regard, quelque chose qu'Antoine reconnut comme l'instinct protecteur de quelqu'un qui a vécu en marge de la société et a appris à se méfier des intentions des autres. « Vous êtes très gentil, monsieur, mais nous ne voulons pas déranger. De plus, nous ne sommes pas présentables pour des visites. » Antoine comprit ce qu'elle ne disait pas, la honte de la pauvreté, la gêne d'entrer dans la maison d'un homme manifestement riche quand on vit sous un pont. « S'il vous plaît, » insista-t-il, gentiment, « ce n'est pas un dérangement. Au contraire, ce serait un plaisir. Et quant à l'apparence, je suis sûr que nous pouvons arranger ça. » Madame Thérèse hésita, regardant sa petite fille à travers la vitre. Louise apprenait maintenant à Paul à faire le même origami, guidant ses mains avec patience. « Elle aime beaucoup vos garçons, » admit la vieille dame. « Hier soir, pendant que nous dînions, elle n'a pas parlé d'autre chose. Elle a dit qu'elle s'était fait des amis spéciaux, qui avaient des yeux qui parlaient même quand la bouche restait silencieuse. »
Antoine sentit un nœud se former dans sa gorge. Même sans connaître la condition des jumeaux, Louise avait saisi quelque chose d'essentiel à leur sujet. « Et regardez », continua Madame Thérèse, désignant Paul d'un mouvement de tête. « Maintenant, il parle. Ma petite fille sera si fière quand elle saura qu'elle y a contribué. » À ce moment, comme si elle sentait qu'on parlait d'elle, Louise regarda à travers la vitre et sourit à sa grand-mère, qu'à Antoine. Elle leur fit un signe enthousiaste, les appelant à l'intérieur avec de grands gestes. « Je crois que nous n'avons pas le choix », rit Madame Thérèse, en se levant avec difficulté. Quand Louise a une idée en tête, personne ne peut la faire changer d'avis. Elle tient ça de sa mère. Antoine se leva également, offrant son bras pour aider la vieille dame. « Je dois vous prévenir que la maison n'est plus la même depuis longtemps, » dit-il, tandis qu'ils entraient. « Depuis que ma femme est décédée, c'est comme si le soleil s'était caché. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression qu'il commence peut-être à réapparaître. » Madame Thérèse le regarda avec une compréhension que seule une personne ayant affronté de profondes pertes pouvait avoir. « La vie est ainsi faite, monsieur Mercier. Parfois, elle nous prend tout, pour ensuite nous rendre quelque chose de différent, mais tout aussi précieux. L'important est de garder le cœur ouvert pour reconnaître ces cadeaux quand ils arrivent. » Ils entrèrent dans le poste, où Louise courut immédiatement vers eux, tenant dans chaque main un oiseau en papier. « Regarde, mamie. Regarde, monsieur Mercier. J'ai appris à Pierre et Paul à faire des oiseaux en papier, et Paul a même dit « oiseau tout seul ». La joie sincère sur son visage, la fierté des réussites de ses amis, était contagieuse. Antoine sentit un sourire se former sur ses lèvres, un vrai sourire qui venait de l'intérieur, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'il avait presque oublié la sensation. « C'est merveilleux, Louise, » répondit-il, « et j'ai une surprise pour vous. Je vous ai invité, toi et ta grand-mère, à déjeuner chez nous aujourd'hui. Quand penses-tu » Les yeux de la fillette s'écarquillèrent d'excitation. « Dans votre vraie maison, là où les garçons habitent, je pourrai voir leurs jouets et leurs livres. Ils ont beaucoup de livres. J'adore les livres, même si je ne sais pas encore bien lire tous les mots. » Le flot de questions fit rire tout le monde, même les policiers qui observèrent la scène avec des sourires discrets. « Oui, à toutes tes questions, » répondit Antoine, touchant légèrement le nez de Louise, dans un geste affectueux qui le surprit lui-même. C'était un geste qu'il avait l'habitude de faire avec ses fils avant l'accident, un geste qui appartenait à un père différent, à un homme différent de ce qu'il était devenu. Les formalités au poste de police furent rapidement conclues. Le policier Leroy donna son numéro personnel à Antoine, lui demandant d'être informé du bien-être de Louise et, curieusement, des progrès des jumeaux. « Nous voyons rarement des fins heureuses dans ce métier, » confessa-t-il en prenant congé. « Ça fait du bien d'en être témoin de temps en temps. » En sortant du jardin, Antoine appela un taxi. L'idée d'emmener Madame Thérèse et Louise à pied jusqu'à son appartement, compte tenu de la condition physique de la vieille dame, était hors de question. De plus, il ne voulait pas risquer d'être vu par des connaissances en compagnie de deux personnes visiblement sans abri, non par honte, mais pour épargner à Louise et sa grand-mère des regards curieux ou, pire, méprisants. Le chauffeur de taxi, en voyant le groupe hétéroclite, un homme en costume impeccable, deux garçons de la haute bourgeoisie et une vieille dame et une enfant visiblement pauvre, hésita un instant avant d'ouvrir les portes. Antoine remarqua le regard et tint à aider Madame Thérèse à entrer la première, montrant clairement le respect qu'il avait pour elle. Pendant le court trajet jusqu'à l'appartement, Antoine observait les jumeaux sur la banquette arrière, assis de chaque côté de Louise. La fillette montrait du doigt par la fenêtre, désignant des immeubles, des gens, des voitures, comme si elle leur présentait la ville, et non l'inverse. Paul répétait occasionnellement un mot qu'elle disait, tandis que Pierre observait tout avec des yeux attentifs. Toujours silencieux mais visiblement plus présent qu'il ne l'avait jamais été ces dernières années. Quand le taxi s'arrêta devant l'imposant bâtiment où vivait Antoine, Louise laissa échapper une exclamation de surprise. « Ouah, quel grand immeuble! Vous habitez ici? On dirait un château. » Madame Thérèse parut encore plus mal à l'aise en voyant la richesse évidente du lieu. Elle ajusta nerveusement son châle usé sur ses épaules et lissa sa robe simple, comme pour essayer d'améliorer son apparence. Antoine paya le taxi et se tourna vers la vieille dame, parlant à voix basse pour que Louise, absorbée par les jumeaux, n'entende pas.
Madame Thérèse, s'il vous plaît. Ma maison est peut-être grande et située dans un bon quartier, mais c'est un endroit vide, presque sans vie depuis des années. La joie que votre petite fille a apportée à mes fils en une seule journée a plus de valeur pour moi que n'importe quel bien matériel. S'il vous plaît, faites-nous l'honneur de votre compagnie. » Il y avait une sincérité si évidente dans ces paroles que la résistance de la vieille dame se dissipa. Elle acquiesça légèrement, permettant à Antoine de l'aider à sortir du taxi. En entrant dans le hall luxueux de l'immeuble, le concierge M. Durand ne put dissimuler sa surprise en voyant le groupe. Antoine le salua normalement, comme s'il était parfaitement courant d'amener des personnes sans abri dans son appartement. « Bonjour, Monsieur Durand. Ce sont des invités spéciaux, à moi et aux garçons. Veuillez prévenir Madame Dubois que nous montons avec 2 personnes de plus pour le déjeuner. » Le concierge, un homme discret qui travaillait dans l'immeuble depuis des décennies, se contenta d'acquiescer, retrouvant rapidement sa posture professionnelle. « Certainement, Monsieur Mercier. Je la préviens immédiatement. » Dans l'ascenseur au mur de miroir, Louise fut fascinée par son propre reflet multiplié à l'infini. Elle tournait, riait, faisait des grimaces, invitant les jumeaux à faire de même. À la surprise d'Antoine, Pierre imita une de ces grimaces, provoquant un éclat de rire chez Louise qui résonna dans l'espace confiné de l'ascenseur. C'était un son si pur, si authentiquement joyeux, qu'Antoine sentit quelque chose en lui se dilater, comme si un espace qui avait été comprimé pendant des années pouvait enfin respirer à nouveau. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le hall d'entrée de l'appartement, l'un des privilèges de vivre au dernier étage, Madame Dubois les attendait déjà, prévenue par le concierge. Son visage laissa paraître sa surprise en voyant les visiteurs, mais elle composa rapidement une expression accueillante. « Bienvenue, » dit-elle avec un sourire chaleureux. « Le déjeuner sera prêt dans une demi-heure. En attendant, je peux vous préparer une petite collation et quelque chose à boire. » Antoine fit les présentations et Madame Dubois, avec la sensibilité de quelqu'un qui a grandi dans des conditions modestes avant de travailler pour des familles aisées, traita Madame Thérèse et Louise avec un respect sincère, sans la moindre trace de condescendance. « Madame Thérèse, vous devez être épuisée après cette matinée si agitée, » commenta Madame Dubois. « Que diriez-vous d'un bon bain chaud pendant que nous préparons le déjeuner? J'ai quelques robes qui devraient vous aller parfaitement. » L'offre fut faite avec tant de naturel, tant de délicatesse, que la vieille dame ne put refuser. Antoine remarqua avec gratitude comment Madame Dubois avait compris la situation et agi avec une empathie parfaite. « Et la petite Louise, » continua la gouvernante, « peut utiliser la salle de bain de la chambre d'amis. Je suis sûre que nous trouverons aussi des vêtements adéquats pour elle. » Les yeux de Louise s'illuminèrent. « Je peux prendre un bain dans une baignoire? Je n'ai jamais pris de bain dans une vraie baignoire. » L'innocence de la demande, la simplicité du désir, fit quelque chose se serrer dans la poitrine d'Antoine. Combien de choses basiques, que lui et ses fils tenaient pour acquises, étaient des luxes inaccessibles pour cet enfant? « Bien sûr que tu peux, ma chérie, » répondit Madame Dubois. « Je vais te préparer un bain spécial, avec de la mousse et tout. » Tandis que Madame Dubois emmenait Madame Thérèse et Louise se rafraîchir, Antoine resta dans le salon avec les jumeaux. Paul s'approcha de lui, tirant légèrement la manche de sa veste. « Papa, » dit-il d'une voix hésitante mais claire, « Louise, reste. » Ce n'était pas une question. C'était une demande, presque un ordre. Les yeux de Paul, auparavant toujours distants, le fixaient maintenant avec une intensité qu'Antoine reconnaissait à peine. À ses côtés, Pierre acquiesça vigoureusement, soutenant son frère. « Elle va rester pour le déjeuner, mon fils. Et nous pourrons l'inviter à revenir d'autres fois. » Paul secoua la tête, insatisfait de la réponse. « Non, Louise, reste, ici. » Antoine regarda son fils, essayant de comprendre ce qu'il voulait dire. C'était comme si, après des années de silence, Paul avait accumulé une urgence, un besoin d'être compris qui débordait maintenant, même avec son vocabulaire encore limité. « Tu veux que Louise et sa grand-mère habitent avec nous ?» demanda Antoine, comprenant enfin. Paul acquiesça avec enthousiasme. Pierre, à ses côtés, fit de même. Antoine s'assit sur le canapé, soudainement étourdi par le poids de la demande et ses implications. Les fils s'assirent à ses côtés, un de chaque côté, comme ils le faisaient toujours, mais maintenant ils le regardaient avec attente, non avec leur passivité habituelle. « Ce n'est pas si simple, les garçons, » commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots.
Louise et Madame Thérèse ont leur vie. Nous ne pouvons pas simplement les faire venir habiter ici juste parce que nous le voulons. Paul fronça les sourcils, clairement mécontent de l'explication. Elle, maison, pont, dit-il, articulant chaque mot avec effort. Ici, mieux. La logique enfantine était irréfutable dans sa simplicité. Antoine soupira, pris entre le désir de rendre ses fils heureux et la conscience des complexités sociales et éthiques en jeu. « Je comprends ce que tu veux dire, Paul. Et je suis d'accord qu'elles méritent un meilleur endroit pour vivre. Nous allons réfléchir à la manière de les aider, d'accord? Mais d'abord, apprenons à mieux les connaître. » Les jumeaux semblèrent accepter ce compromis, du moins pour le moment. Antoine, cependant, sentait déjà son esprit travailler, calculant les possibilités. Il possédait un appartement plus petit dans le même immeuble, au 4e étage, qui était inoccupé, en attente de rénovation avant d'être mis en location. Peut-être, mais non, ce serait précipité. Il devait mieux connaître la situation, comprendre l'histoire complète de cette famille inhabituelle. Un éclat de rire interrompit ses pensées. Louise revenait dans le salon enveloppée dans un peignoir moelleux qui était manifestement trop grand pour elle, ses cheveux mouillés goûtant sur le tapis coûteux. Ses yeux brillaient de joie. « Je n'ai jamais pris un bain aussi agréable de ma vie », s'exclama-t-elle en courant vers les jumeaux. « La baignoire a des jets qui font des chatouilles, et la mousse sent les vraies fleurs. » Sa spontanéité, sa joie sincère pour des choses si simples, était contagieuse. Les jumeaux sourirent, Paul ouvertement, Pierre de manière plus contenue, mais indéniablement réelle. « Madame Dubois a dit qu'elle avait trouvé des vêtements pour moi et pour mamie, » continua Louise. « Elle a dit que c'était quand votre maman était petite, gardée dans une boîte spéciale. » Antoine sursauta. Il ne savait pas que Béatrice avait gardé des vêtements de son enfance, et encore moins que Madame Dubois savait où ils se trouvaient. Mais c'était logique. Béatrice avait toujours été sentimentale avec les objets de famille, et Madame Dubois connaissait chaque centimètre de cet appartement, chaque boîte rangée, chaque souvenir préservé. La mention de Béatrice aurait dû être douloureuse, comme toujours, mais, étrangement, cette fois-ci ce ne fut pas le cas. Il y avait quelque chose d'approprié, de presque poétique, à l'idée que les vêtements conservés par sa femme puissent maintenant habiller cette fillette qui avait ramené tant de lumière dans leur vie. « Je suis sûr que tu seras magnifique dedans, » dit Antoine, se surprenant lui-même par la naturalité du compliment. Louise sourit, radieuse, et retourna en courant dans la chambre d'amis pour s'habiller. Les jumeaux regardèrent à leur père, et Antoine put voir dans leurs yeux quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. L'espoir. Une demi-heure plus tard, ils étaient tous réunis dans la salle à manger. La transformation était remarquable. Madame Thérèse portait une robe simple mais élégante, de couleur bleu marine, qui avait appartenu à la mère de Madame Dubois. Avec ses cheveux peignés et attachés en un chignon plus élaboré, elle semblait avoir rajeuni de 10 ans. La dignité naturelle qu'elle avait toujours eue était maintenant rehaussée par des vêtements qui ne la diminuaient pas. Louise était charmante dans une robe jaune avec de délicates broderies, qui avait appartenu à Béatrice enfant. Madame Dubois avait rapidement ajusté quelques coutures pour qu'elle lui aille mieux. Ses cheveux bouclés, maintenant propres et peignés, encadraient son visage animé. À ses pieds, une paire de ballerines blanches qui avaient également été à Béatrice. « Regarde, mamie, on dirait une princesse !» s'exclama Louise en tournoyant pour montrer sa robe. Madame Thérèse sourit émue. « Tu es magnifique, mon trésor, magnifique comme ta mère à ton âge. » La table était mise de manière simple mais élégante. Madame Dubois avait préparé un déjeuner français traditionnel, un rôti juteux, des haricots verts, une purée de pommes de terre, une salade fraîche. Rien d'excessivement sophistiqué, juste de la cuisine maison. Bien faite, réconfortante. « S'il vous plaît, mettez-vous à l'aise », dit Antoine en indiquant les places. Madame Thérèse hésita brièvement, manifestement mal à l'aise avec la formalité de la situation, mais Louise n'eut pas de telles réserves. Elle s'assit immédiatement entre les jumeaux, comme si cela avait toujours été sa place. Pierre et Paul, de leur côté, semblaient plus animés et présents qu'Antoine ne les avait vus depuis des années. Le déjeuner se déroula de manière étonnamment naturelle. Madame Thérèse, initialement timide, se détendit peu à peu,
surtout quand Antoine montra un intérêt sincère à écouter l'histoire de sa vie. « Vous êtes née ici à Paris, madame ?» demanda-t-il, tandis que madame Dubois servait une deuxième portion de purée à Louise, qui mangeait avec enthousiasme. « Non, monsieur Mercier. Je suis né en Auvergne, dans un petit village appelé Clermont-le-Vieux. Je suis venu à Paris encore jeune, avec mon mari. Il travaillait dans le bâtiment. Il a aidé à construire la moitié de ces immeubles modernes de la ville. Et lui, il est décédé il y a près de 20 ans, un accident sur un chantier. Après ça, j'ai élevé ma fille, Clarisse, toute seule. Je travaillais comme femme de ménage chez des particuliers. » Antoine remarqua que chaque fois que madame Thérèse mentionnait sa fille, sa voix prenait un ton différent, un mélange d'amour, de fierté et d'une profonde tristesse. « Et votre fille? Que lui est-il arrivé, si vous me permettez de demander ?» Madame Thérèse jeta un regard discret à Louise, qui était absorbée par une conversation parallèle avec les jumeaux, leur montrant comment faire des grimaces avec des morceaux de tomates dans leur assiette. Clarisse était spéciale, très intelligente, très belle. Elle a réussi à entrer. À l'université, vous savez, en sciences de l'éducation, c'était la fierté de ma vie. Mais elle marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Elle a fréquenté un homme, quelqu'un de bien placé. Il lui a promis le monde. Quand elle est tombée enceinte, il a disparu. Il n'a rien voulu savoir. Il a dit que sa carrière était plus importante. Antoine sentit un nœud se former dans sa gorge. L'histoire était tristement familière, des hommes en position de pouvoir, utilisant et jetant des femmes plus vulnérables. Clarisse a fait une dépression postpartum, continua madame Thérèse, la voix maintenant presque un murmure, très sévère. Quand Louise avait 3 ans, elle est partie. Elle n'a pas supporté. Les mots restèrent en suspens, chargés de douleur. Antoine comprit immédiatement ce qu'elle ne disait pas. Un suicide. Une jeune mère célibataire, abandonnée, sans soutien adéquat, poussée à la limite par le désespoir. « Je suis sincèrement désolé, » dit-il. « Ça a dû être dévastateur. » Ça l'a été, mais il y avait Louise. Elle ressemble tellement à sa mère, les mêmes yeux, le même sourire. Elle m'a sauvé, monsieur Mercier. Elle m'a donné une raison de continuer. Antoine regarda la fillette, qui apprenait maintenant à Paul à faire un bateau avec sa serviette. C'était impressionnant de voir comment, même après avoir traversé tant de douleurs, elle irradiait une joie si sincère, une résilience si extraordinaire. « Et vous avez toujours vécu dans la rue ?» demanda-t-il, avec délicatesse. Madame Thérèse soupira. « Non, nous avions une petite chambre en location dans l'Est parisien. Je faisais des ménages, je m'occupais de Louise pendant mon temps libre. Mais il y a 8 mois, j'ai fait une chute. Je me suis blessé à la colonne vertébrale. Je n'ai plus pu travailler régulièrement. Les économies se sont épuisées. Le loyer a pris du retard. Vous savez comment c'est. » Antoine le savait. Dans une ville impitoyable comme Paris, il suffisait de quelques semaines sans revenus pour qu'une famille entière soit jetée à la rue. Nous avons trouvé un abri sous un pont du périphérique. Il y a d'autres familles là-bas. On s'entraide. Mais ce n'est pas un endroit pour une enfant, monsieur Mercier. Louise mérite mieux. La conversation fut interrompue par une exclamation de Louise. « Pierre a parlé. Il a dit « oh ». Vous avez entendu ?» Tous regardèrent le garçon qui semblait aussi surpris que les autres. Ses lèvres étaient entr'ouvertes, comme s'il ne croyait pas lui-même à ce qu'il venait de faire. « Peux-tu le redire, mon chéri ?» demanda madame Dubois émue. Pierre regarda Louise qui lui sourit pour l'encourager, puis son frère qui acquiesça. Et alors, avec un effort visible, il forma le mot « oh ». Le son sortit hésitant, la voix rauque par le manque d'usage, mais c'était indubitablement un mot. Madame Dubois porta la main à sa poitrine, les yeux embués. Madame Thérèse sourit, sincèrement heureuse de la réussite du garçon, et Antoine sentit comme si un nœud qui était resté coincé dans sa poitrine pendant des années commençait enfin à se dénouer. « Très bien, Pierre », s'exclama Louise en applaudissant. « Maintenant, toi et Paul pouvez parler ensemble. Vous verrez, bientôt vous parlerez de tout. » Il y avait une conviction si forte dans ces paroles que personne ne songea à en douter. La foi inébranlable de cet enfant, qui, même après avoir vécu tant de difficultés, gardait intacte sa capacité à croire en l'impossible, était contagieuse.
Après le déjeuner, tandis que Madame Dubois servait un dessert simple, des fraises fraîches avec de la crème, Antoine remarqua que Madame Thérèse semblait fatiguée. Les émotions et les événements de la journée, ajoutés à l'effort physique de la recherche dans le jardin le matin, avaient eu raison de la vieille dame. « Madame Thérèse, vous semblez épuisée, » commenta-t-il. « Pourquoi ne vous reposez-vous pas un peu dans la chambre d'amis? Madame Dubois peut vous préparer un thé et vous pourrez faire une sieste pendant que les enfants jouent. » La suggestion fut faite avec une telle gentillesse que la vieille dame ne put refuser. En fait, le soulagement sur son visage était évident. « Vous êtes très attentionné, monsieur Mercier. Je crois que je vais accepter, si cela ne vous dérange pas. Ces vieux os ne supportent plus autant d'émotions en une seule journée. » Madame Dubois accompagna promptement Madame Thérèse à la chambre d'amis, laissant Antoine avec les enfants. Louise regarda les jumeaux avec animation. « On peut voir votre chambre? Je veux voir les jouets et les livres. » Paul lui prit immédiatement la main et commença à l'attirer vers le couloir. Pierre les suivit, manifestement impatient lui aussi. Antoine resta en arrière, observant la scène, incrédule. Ses fils, qui ces dernières années ne montraient que peu d'intérêt pour quoi que ce soit, étaient maintenant impatients de montrer leur monde à quelqu'un d'autre. Il les suivit dans le couloir, en gardant une distance discrète. Il voulait observer sans interférer, voir comment ils se comportaient sans la présence immédiate d'un adulte. Arrivé à la porte de la chambre des jumeaux, Paul l'ouvrit d'un geste large, tel un hôte fier. Louise entra, et l'exclamation de plaisir qu'elle poussa fut audible même depuis le couloir. « Ouah, quelle chambre incroyable! Vous avez tellement de jouets! Et regardez cette bibliothèque, et un globe qui s'allume, et un planétarium au plafond. » Antoine sourit. La chambre des jumeaux était vraiment spéciale. Béatrice s'était personnellement occupée de la décoration à leur naissance. C'était un grand espace, avec 2 lits, une grande bibliothèque de livres pour enfants et éducatifs, un bureau pour les études et les projets, et plusieurs étagères avec des jouets soigneusement organisés. Au plafond, un système projetait des constellations dans le noir. Béatrice avait toujours dit qu'elle voulait que ses fils grandissent en regardant les étoiles, en rêvant grand. Mais ces dernières années, la chambre était devenue plus un dépôt qu'un espace de vie. Les garçons jouaient rarement avec les jouets, les livres prenaient la poussière. C'était comme si l'environnement avait été figé dans le temps, préservant le souvenir d'une enfance interrompue. Maintenant, cependant, l'espace semblait reprendre vie, avec la présence de Louise. Antoine observa, ému, comment Paul ouvrit une boîte de blocs de construction et commença à construire quelque chose, encouragé par la fillette. Pierre se dirigea vers la bibliothèque, prit un livre, illustré sur les animaux, et l'apporta pour le montrer à Louise. C'étaient des gestes simples, quotidiens pour n'importe quel enfant normal. Mais pour ces garçons qui s'étaient isolés dans un monde de silence pendant si longtemps, chaque action représentait un pas de géant. Antoine s'éloigna silencieusement, les laissant à l'aise. Il retourna au salon, où il trouva Madame Dubois en train de débarrasser la table. « Madame Thérèse est confortablement installée », l'informa-t-elle. On voyait bien qu'elle n'avait pas dormi de la nuit, la pauvre. À peine la tête posée sur l'oreiller, elle s'est endormie. « Merci de prendre soin d'elle, Madame Dubois, et merci pour le déjeuner, pour les vêtements, pour tout. » La gouvernante sourit, un sourire maternel qu'elle réservait toujours aux moments les plus significatifs. « Il n'y a pas de quoi remercier, monsieur Mercier. Voir les garçons comme ça n'a pas de prix. C'est comme si la maison respirait à nouveau. » C'est exactement ce que ressentait Antoine. Comme si l'appartement, qui ressemblait plus à un mausolée qu'à un foyer ces dernières années, revenait lentement à la vie. « Je vais au bureau un moment, dit-il. Si vous avez besoin de... moi, j'y serai. » Antoine se dirigea vers la pièce qu'il utilisait comme bureau à domicile, un espace élégant avec des bibliothèques couvrant les murs, un bureau en bois massif et un confortable fauteuil en cuir. C'était son refuge, l'endroit où il révisait habituellement les documents de l'entreprise quand il ne voulait pas se rendre au siège. Il s'assit à son bureau et alluma son ordinateur. Il devait réfléchir, planifier, essayer de comprendre les implications de ce qu'il envisageait de faire. La situation de Madame Thérèse et de Louise était précaire. Elles vivaient dans la rue, dépendant de la charité, d'autrui et de la résistance de plus en plus faible de la vieille dame. Louise, une enfant brillante et pleine de potentiel, méritait bien mieux. D'un autre côté,
ses fils avaient établi une connexion extraordinaire avec la fillette. En seulement 2 jours, elle avait réussi ce que des années de thérapie coûteuse n'avaient pas réussi, briser le mur de silence qui isolait les jumeaux du monde. Il y avait aussi la question éthique. Il ne voulait pas passer pour le riche sauvant les pauvres par charité. Il ne voulait pas que Madame Thérèse ou Louise se sentent redevables ou diminuées. Il devait trouver un équilibre, une façon d'aider qui préserverait leur dignité. Alors qu'il réfléchissait à ces questions, son regard tomba sur un dossier de documents sur le côté de son bureau. C'était une collection de papiers relatifs aux biens immobiliers qu'il possédait, y compris l'appartement plus petit du 4e étage. Il prit le dossier et commença à le feuilleter, examinant les détails de la propriété. C'était un appartement de 3 pièces, bien plus petit que le sien, mais tout de même spacieux et bien situé. Il était vide depuis quelques mois, en attente de rénovation avant d'être mis en location. L'idée qui commençait à se former dans son esprit était d'offrir l'appartement à Madame Thérèse et Louise pour qu'elles y vivent, peut-être en échange d'un travail que la vieille dame pourrait faire quand sa santé le lui permettrait. Il ne voulait pas simplement leur donner l'endroit, il savait que cela blesserait probablement la fierté de Madame Thérèse, mais il pourrait arranger un accord qui soit digne et juste pour tous. Il était si absorbé par ses pensées qu'il ne remarqua pas la présence de Louise à la porte du bureau jusqu'à ce qu'elle parle. « Monsieur Mercier, Pierre veut vous montrer quelque chose. » Il leva les yeux, surpris. Louise se tenait à la porte, avec Pierre à ses côtés. Le garçon semblait nerveux, mais déterminé. Il tenait quelque chose dans ses mains. « Bien sûr, Pierre. Que veux-tu me montrer ?» Le garçon entra timidement dans le bureau et s'approcha du bureau. Il tendit les mains, révélant un petit objet, un cadre photo. Antoine le prit, curieux. C'était une vieille photo, qu'il n'avait pas vue depuis des années. Elle montrait Béatrice, encore jeune, avant leur mariage, assise sur un banc de parc avec un groupe de camarades d'université. Ils souriaient tous à l'objectif, insouciants et heureux, comme seuls des étudiants peuvent l'être. « Où as-tu trouvé ça, mon fils ?» demanda Antoine, intrigué. Il ne se souvenait pas d'avoir vu cette photo exposée à la maison ces dernières années. Pierre ne répondit pas verbalement, bien sûr, mais il pointa la bibliothèque sur le mur opposé. Puis, avec un effort visible, il réussit à dire un mot « pareil ». Antoine fronça les sourcils, confus. Pareil à quoi? Il regarda à nouveau la photo, examinant chaque visage. Et, alors avec un sursaut, il comprit ce que Pierre essayait de lui montrer. L'une des jeunes femmes sur la photo, assise à côté de Béatrice, avait une ressemblance frappante avec Louise. Ce n'était pas une ressemblance parfaite, mais il y avait quelque chose dans les yeux, la forme du visage, le sourire. C'était comme regarder une version plus âgée de la fillette. Louise, curieuse, s'approcha pour voir ce qui intriguait tant Antoine. « Qui sont ces dames ?» demanda-t-elle, innocemment. « Celle-ci est ma femme, Béatrice, la mère de Pierre et Paul, » répondit Antoine, en montrant la figure centrale de la photo. Elle a pris cette photo quand elle était à l'université, il y a de nombreuses années. Elle était très belle, commenta Louise, admirative. On dirait une actrice de cinéma. Oui, elle était très belle, acquiesça Antoine, avec un sourire mélancolique. Puis, hésitant, il montra la jeune femme à côté de Béatrice. Et celle-ci, tu trouves qu'elle ressemble à quelqu'un? Louise étudia la photo un moment, puis haussa les épaules. Je ne sais pas, je n'ai jamais connu beaucoup de gens. Pourquoi? Antoine échangea un regard avec Pierre qui acquiesça, comme pour confirmer ses pensées. Pour rien, ma chérie, juste par curiosité. Mais ce n'était pas que de la curiosité. Pierre avait remarqué quelque chose qui occupait maintenant l'esprit d'Antoine, de questions troublantes. La ressemblance entre cette jeune femme de la photo et Louise ne pouvait pas être une coïncidence. Et si l'amie d'université de Béatrice était Clarisse, la mère de Louise? Et si l'homme bien placé qui avait abandonné Clarisse enceinte était quelqu'un de leur cercle social? Ou pire, et si c'était quelqu'un de proche? Une pensée encore plus dérangeante commença à se former dans son esprit. Béatrice n'avait jamais beaucoup parlé de ses années d'université, surtout d'une période spécifique où ils s'étaient séparés temporairement avant de se fiancer. À l'époque, il était concentré sur sa carrière, lançant son entreprise de BTP, et Béatrice voulait un engagement qu'il n'était pas prêt à prendre. Ils étaient restés séparés pendant près d'1 an. Quand ils se sont remis ensemble,
Elle n'a plus jamais mentionné ce qui s'était passé pendant cette période. « Monsieur Mercier, tout va bien ?» La voix de Louise le ramena au présent. Elle le regardait avec inquiétude, ses yeux si semblables à ceux de la jeune femme sur la photo, fixés sur lui. « Oui, ma chérie, tout va bien, » répondit-il en forçant un sourire. « Je me suis juste perdu dans mes souvenirs un instant. Retournons au salon. Je crois qu'il est l'heure du goûter, non ?» En sortant du bureau, Pierre jeta un dernier regard au cadre photo, maintenant posé sur le bureau. Il y avait une compréhension dans ce regard, une perception qui allait au-delà de son âge. C'était comme si, le garçon, même dans son silence, avait relié des points que les adultes n'avaient pas encore vus clairement. Antoine sentit un frisson. Les coïncidences s'accumulaient de manière inquiétante. La connexion instantanée des jumeaux avec Louise, la ressemblance physique, le fait que Béatrice ait connu quelqu'un qui pourrait très bien être la mère de la fillette, la période trouble pendant leur séparation. Louise pouvait-elle être plus que ce qu'elle semblait être à première vue? Pourrait-il y avoir un secret enfoui dans le passé qui, maintenant, par un retournement du destin, était sur le point de refaire surface? Avec ses pensées tumultueuses, Antoine suivit les enfants jusqu'au salon, déterminé à découvrir la vérité, aussi douloureuse qu'elle puisse être. Dans le salon, Madame Dubois avait préparé un goûter, des pains au chocolat frais, un gâteau au yaourt, du jus d'orange naturel. Les enfants s'assirent à table et Antoine resta debout, agité, l'esprit encore en train de traiter la récente découverte. « Madame Thérèse se repose toujours ?» demanda-t-il à la gouvernante en gardant la voix basse. « Oui, elle dort profondément. J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas la réveiller, la pauvre. On dirait qu'elle n'avait pas bien dormi. Depuis longtemps. » Antoine acquiesça, reconnaissant de la sensibilité de Madame Dubois. Il observa les jumeaux interagir avec Louise, une interaction si naturelle, si spontanée, qu'il semblait impossible qu'ils se connaissent depuis seulement 2 jours. Il y avait quelque chose dans cette connexion qui transcendait la normale, quelque chose de presque familier. « Madame Dubois, » commença-t-il hésitant, « vous souvenez-vous de cette amie de Béatrice, de l'époque de l'université? Je crois qu'elle s'appelait Clarisse. » La gouvernante fronça les sourcils, pensive. « Clarisse. Oui, je crois me souvenir. Une jolie jeune femme, les cheveux bouclés. Elle venait ici, parfois avant la naissance des garçons. Pourquoi? Pour rien de spécial. Juste de vieux souvenirs. Mais ce n'était pas que des souvenirs. La confirmation de Madame Dubois que Clarisse avait bien existé, qu'elle fréquentait sa maison, ne faisait qu'augmenter les soupçons qui commençaient à se former dans son esprit. Paul s'approcha de lui, tenant un morceau de gâteau. « Papa, » dit-il, avec un effort encore visible, mais avec détermination. « Louise. Cousine ?» La question si directe et inattendue laissa Antoine sans voix. Même Paul, avec sa perception d'enfant, avait remarqué quelque chose. Ou peut-être que Pierre avait partagé ses soupçons avec son frère. « Pourquoi demandes-tu ça, mon fils ?» parvint-il enfin à répondre. Paul montra le couloir, en direction du bureau où la photo était restée. Photo, pareil, famille. La logique était simple, directe. Si la jeune femme sur la photo ressemblait à Louise et que la photo était une photo de famille, alors Louise devait être de la famille. Pour l'esprit d'un enfant, la conclusion était évidente. « Je ne sais pas, Paul. Nous devons découvrir plus de choses avant d'en être sûrs. » Paul parut accepter la réponse. Mais Antoine remarqua que les yeux de son fils restaient fixés sur lui, comme s'ils attendaient plus, comme s'ils disaient « Fais quelque chose ». Antoine s'assit à table avec les enfants, essayant de participer à la conversation, mais son esprit était ailleurs. Il devait parler à Madame Thérèse, poser des questions délicates, essayer de comprendre toute l'histoire. Mais pas maintenant, pas pendant qu'elle se reposait, pas devant les enfants. Et il y avait aussi une autre question pratique. La journée avançait, et à un moment donné, il devrait ramener Louise et sa grand-mère sous le pont, où elle vivait. La simple idée de les renvoyer à cette situation, après tout ce qu'il avait découvert, après avoir vu comment ses fils s'étaient transformés en présence de Louise, était douloureuse. Mais il ne pouvait pas non plus simplement les garder là, sans le consentement explicite de Madame Thérèse, sans un plan adéquat. « Monsieur Mercier », la voix de Louise le tira de ses pensées. « Vous êtes triste ?» La question,
posée avec une inquiétude sincère, le toucha profondément. Même si petite, Louise avait une sensibilité inhabituelle pour percevoir l'état émotionnel des autres. « Non, ma chérie, juste pensif. Ma mamie dit que quand on a le front plissé comme ça, c'est qu'on a un gros problème dans la tête. » Elle fit une grimace, fronçant exagérément le front, arrachant des rires à tout le monde, même à Antoine. « Ta grand-mère est une femme très sage, » répondit-il en souriant. « Et elle a raison, je pense à des choses compliquées, mais rien dont tu doives te préoccuper. » Louise haussa les épaules, acceptant la réponse, et recommença à parler avec les jumeaux. Pierre, étonnamment, essayait de répéter les mots qu'elle disait, un exercice d'élocution qui semblait méticuleusement planifié, bien qu'Antoine soupçonnât que c'était de la pure intuition de sa part. L'horloge du salon marqua 5 heures de l'après-midi. Madame Thérèse avait dormi plus de 2 heures. Antoine décida qu'il était temps de la réveiller, afin qu'ils aient le temps de discuter avant la fin de la journée. Il demanda à Madame Dubois de préparer un thé et se dirigea vers la chambre d'amis. Il frappa doucement à la porte et, n'obtenant pas de réponse, l'ouvrit avec précaution. Madame Thérèse était assise sur le bord du lit, déjà réveillée, regardant par la fenêtre qui donnait sur la ville. En entendant la porte, elle se tourna. « Excusez-moi, monsieur Mercier, je crois que j'ai trop dormi. Je n'étais pas habituée à un lit si moelleux. Ne vous inquiétez pas. Vous méritiez ce repos. » Il hésita, puis continua. « Si vous vous sentez mieux, j'aimerais discuter un peu, en privé. » Quelque chose dans son expression dut indiquer la gravité du sujet, car Madame Thérèse se redressa comme si elle se préparait à quelque chose de difficile. « Bien sûr. Un problème avec Louise ? » ?»« Non, non, pas du tout. C'est une fillette merveilleuse. » Antoine entra dans la chambre, fermant partiellement la porte derrière lui. « C'est à propos... Eh bien... du passé. » Madame Thérèse acquiesça lentement, attendant qu'il continue. « Madame Thérèse, vous avez mentionné que votre fille, Clarisse, avait étudié les sciences de l'éducation. C'était ici, à Paris. Oui, à la Sorbonne. Elle avait obtenu une bourse, vous savez. Elle était très intelligente, ma Clarisse. » Antoine sentit un frisson dans le dos. Béatrice avait aussi étudié à la Sorbonne, bien que dans une autre filière. Et ses études, c'était à peu près quand? Il y a combien de temps? Laissez-moi réfléchir. Louise a 10 ans. Clarisse en avait 22 quand elle est née. C'était il y a environ 12-13 ans. La chronologie coïncidait parfaitement. Béatrice était à la Sorbonne à la même période. Madame Thérèse, je sais que cette question peut paraître étrange, mais vous souvenez-vous si Clarisse avait une amie nommée Béatrice? Béatrice Mercier? La vieille dame fronça les sourcils, réfléchissant. Puis ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Béa, elle appelait une amie Béa, une jolie jeune femme, élégante. Elle venait de province, si je ne me trompe pas. Elle regarda Antoine, confuse. Pourquoi cette question? Antoine respira profondément. Parce que Béatrice était ma femme, la mère des jumeaux. La révélation flotta dans l'air un moment, tandis que Madame Thérèse traitait l'information. « Attendez, vous avez dit que Clarisse a fréquenté un homme qui l'a abandonnée quand elle est tombée enceinte. Un homme bien placé. Savez-vous qui était cet homme ?» Le visage de la vieille dame se ferma, une ombre de chagrin et de colère passant dans ses yeux. Clarisse ne m'a jamais dit son nom, seulement que c'était quelqu'un d'important qui ne pouvait pas salir sa réputation avec un enfant hors mariage. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Un terrible soupçon commençait à se former, mais il devait en avoir le cœur net. « Madame Thérèse, avez-vous déjà vu une photo de ma femme ? » ?»« Pas que je me souvienne. »« Pourquoi ?» Il se leva. « Je reviens dans 1 minute. » Antoine se rendit au bureau, prit le cadre photo que Pierre lui avait montré et retourna dans la chambre. Il tendit la photo à Madame Thérèse, qui ajusta ses lunettes pour mieux voir. « Voici Béatrice, » dit-il, en montrant sa femme sur la photo. La vieille dame étudia l'image quelques instants. Puis, son doigt se déplaça vers la jeune femme à côté de Béatrice. « Et voici Clarisse, ma fille. » Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Antoine. Une confirmation qui l'attendait, mais qui le secouait néanmoins. Clarisse, la mère de Louise, avait été une amie d'université de Béatrice. Mais la question la plus importante demeurait: qui était le père de Louise?
Était-il possible que... Monsieur Mercier. La voix de Madame Thérèse le ramena au présent. Elle l'observait avec une intensité troublante. « Y a-t-il quelque chose que vous ne me dites pas ?» Il s'assit sur le bord du lit, essayant d'organiser ses pensées. « Madame Thérèse, cela peut paraître fou, mais... Depuis combien de temps vivez-vous à Paris, vous et Louise? Avez-vous toujours habité près de ce jardin? » « Non. Nous vivions dans l'Est parisien, comme je l'ai dit. Nous ne sommes venus dans ce quartier qu'il y a environ 2 mois, quand nous avons perdu la chambre que nous louions. J'ai choisi le pont du périphérique parce que c'est plus sûr, il y a plus de famille. Et le jardin est proche, un endroit où Louise peut être une enfant de temps en temps. » Antoine acquiesça. Cela expliquait pourquoi ils ne s'étaient jamais croisés auparavant, bien qu'ils vivent dans la même ville. « Et savez-vous si votre fille et Béatrice ont gardé le contact après l'université ?» Madame Thérèse secoua la tête. « Je ne sais pas. Clarisse est devenue très renfermée pendant sa grossesse. Elle ne voulait voir personne. Après la naissance de Louise, elle est tombée dans cette terrible dépression. Elle ne parlait pas du passé. » On frappa à la porte, interrompant la conversation. C'était Madame Dubois, apportant le thé. « Excusez-moi, » dit-elle en entrant. « J'ai pensé qu'un petit thé ferait du bien. »« Merci, Madame Dubois, » remercia Madame Thérèse. « Vous êtes très attentionnée. » Pendant que Madame Dubois servait le thé, Antoine remarqua qu'elle observait la photo qui était encore entre les mains de Madame Thérèse. « Ah, cette photo, » commenta la gouvernante. « Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. C'était lors d'une sortie de l'université, n'est-ce pas, Monsieur Mercier? Madame Béatrice racontait que c'est pendant ce voyage qu'elle et Clarisse sont devenues de vrais amis. » Antoine et Madame Thérèse échangèrent des regards surpris. « Vous avez connu ma fille, Madame Dubois ?» demanda la vieille dame. « Oui, quelquefois. Elle venait ici étudier avec Madame Béatrice, une jeune femme polie, intelligente. Puis, elle a cessé de venir. Je crois que c'est quand Monsieur Mercier et Madame Béatrice se sont séparés pendant un certain temps. » La révélation, apparemment anodine, tomba comme une bombe dans la pièce. Madame Dubois, réalisant qu'elle avait abordé un sujet délicat, se racla la gorge, gênée. « Eh bien, je vais laisser le thé ici. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à appeler. » Quand la gouvernante sortit, un lourd silence s'installa entre Antoine et Madame Thérèse. Ce fut elle qui parla la première, d'une voix basse, presque un murmure. « Combien de temps êtes-vous restés séparés, Monsieur Mercier ?»« Près d'1 an. Nous étions fiancés, mais nous nous sommes disputés. J'étais très concentré sur ma carrière, je voulais consolider l'entreprise avant de me marier. » Béatrice voulait la stabilité, une famille. Nous avons décidé de faire une pause. Et c'était quand exactement? Il y a environ 11 ans. Le calcul était clair, inéluctable. La séparation d'Antoine et Béatrice avait coïncidé avec la grossesse de Clarisse. « Vous pensez que... » « Je ne sais pas, » l'interrompit Antoine honnêtement. « Je ne sais vraiment pas. Mais il y a trop de coïncidences à ignorer. » Madame Thérèse prit une gorgée de thé, comme pour chercher de la force dans le liquide chaud. « Louise est née le 17 mars, dit-elle finalement. « Si vous voulez faire le calcul, » Antoine fit un calcul mental rapide. Si Louise était née le 17 mars, la conception aurait eu lieu vers juin de l'année précédente. Lui et Béatrice s'étaient séparés en mai. La chronologie continuait de correspondre douloureusement. Quand je suis retourné avec Béatrice après notre séparation, elle était différente, dit-il, plus pour lui-même que pour Madame Thérèse. Plus calme, plus introspective. J'ai pensé que c'était à cause de la rancœur de la séparation, mais peut-être qu'elle savait pour Clarisse, compléta la vieille dame. Peut-être qu'elle savait pour Louise. La possibilité était comme un abîme s'ouvrant à ses pieds. Si Béatrice avait su, pourquoi n'aurait-elle jamais rien dit? Pourquoi garder ce secret? Une idée terrible commença à se former dans son esprit. Et si Béatrice savait que Louise était sa fille, à lui et à Clarisse? Et si la raison de son silence était celle-ci? Une trahison pendant leur séparation, résultant en un enfant, alors que Béatrice, ironiquement, avait eu du mal à tomber enceinte ayant besoin d'un traitement pour avoir les jumeaux? Mais l'idée n'avait pas de sens complet. Il n'avait jamais rencontré Clarisse personnellement. Béatrice ne les avait jamais présentés, à moins que Béatrice ne craigne exactement cela, que lui et Clarisse se rencontrent, se rapprochent. C'est peut-être pour cela qu'elle ne les a jamais présentés, même si elles étaient amies. « Monsieur Mercier », la voix de Madame Thérèse interrompit ses pensées.
Il y a quelque chose dans cette commode derrière vous. Ça brille. Regardez. » Antoine se retourna. La lumière de fin d'après-midi entrait par la fenêtre et se reflétait sur quelque chose de métallique dans le tiroir entrouvert de la commode. Il se leva et ouvrit complètement le tiroir. À l'intérieur se trouvait une petite boîte à bijoux, de celle doublée de velours. Il l'ouvrit avec précaution. C'était un médaillon ancien, en argent, de forme ovale. Il lui semblait familier, bien qu'Antoine ne se souvienne pas où il l'avait vu auparavant. Il ouvrit le fermoir, révélant 2 photos minuscules à l'intérieur. D'un côté, Béatrice souriante, de l'autre, surprise des surprises, Clarisse. « Ce médaillon appartenait à Clarisse », murmura Madame Thérèse, qui s'était approchée pour voir. Elle le portait toujours. Après son départ, je n'ai pas réussi à le retrouver parmi ses affaires. Je pensais qu'elle l'avait perdu. Antoine sentit un frisson. Comment ce médaillon avait-il atterri là? Béatrice n'avait jamais mentionné l'avoir, ne l'avait jamais montré. En examinant le bijou, il remarqua un petit compartiment secret à l'arrière. Il appuya sur l'extrémité, comme l'indiquait un minuscule mécanisme, et le compartiment s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier plié, jauni par le temps. Avec des doigts tremblants, Antoine le déplia. C'était un billet, écrit avec la calligraphie élégante et inimitable de Béatrice. « Clarisse, ma chère. Ami, je sais que j'ai promis de garder ton secret, et je le garderai jusqu'à la fin. Mais si un jour je pars plus tôt que prévu, je veux que ce médaillon te revienne, à toi et à ta fille. À l'intérieur se trouvent les 2 femmes les plus courageuses que j'ai jamais connues. Quand tu seras prête, cherche Antoine. C'est un homme bon malgré ses erreurs. Il mérite de savoir la vérité, tout comme sa fille mérite de connaître ses origines. Avec tout mon amour, Béa. » Le billet tomba de ses mains. Madame Thérèse le ramassa, le lut silencieusement, puis regarda Antoine avec un mélange de choc et de compréhension. « Béatrice savait, » murmura-t-il, la voix étranglée. Elle savait, pour Louise. « Mais cela n'explique pas tout, » observa Madame Thérèse. « Pourquoi aurait-elle attendu que vous sachiez quelque chose sur ma petite fille, à moins que... » La porte de la chambre s'ouvrit soudainement, interrompant la conversation. C'était Louise, suivie de près par les jumeaux. « Mamie, tu dois voir ça. Pierre et Paul parlent. Pour de vrai. Pas seulement des mots isolés et des phrases entières. La joie de... » La fillette contrastait radicalement avec l'atmosphère tendue de la chambre. Madame Thérèse cacha rapidement le billet dans la poche de sa robe et força un sourire. « C'est merveilleux, mon trésor. C'est un vrai miracle. » « Ce n'est pas un miracle, mamie. Ils avaient juste besoin d'une amie pour les aider à se souvenir comment on parle, » expliqua Louise avec la profonde simplicité des enfants. Puis, remarquant le médaillon dans les mains d'Antoine, ses yeux s'écarquillèrent. « Et ce médaillon ressemble à celui que maman avait sur la photo. » Antoine et Madame Thérèse échangèrent des regards alarmés. « Quelle photo, ma chérie ?» demanda la grand-mère. « Celle que tu gardes dans la Bible. Maman porte un collier comme celui-là. » Louise s'approcha, curieuse, tendant la main pour toucher le médaillon. Antoine la laissa le prendre. La fillette l'examina attentivement, puis l'ouvrit. « Regarde, c'est maman !» s'exclama-t-elle en montrant la photo de Clarisse. Puis elle regarda l'autre photo, fronçant les sourcils. « Et qui est cette dame ?»« C'était ma femme, » répondit Antoine, la voix tremblante. « Béatrice. » Louise étudia l'image quelques instants de plus, puis referma le médaillon et le rendit à Antoine. « Elle était belle, » dit-elle simplement. « Comme la dame sur la grande photo dans le salon. C'est la mère des garçons, n'est-ce pas ?»« Oui, » confirma Antoine. « Elle est partie, comme ta mère. » Louise acquiesça avec la compréhension précoce de quelqu'un qui a connu la perte très tôt. « Ma mamie dit que certaines personnes sont si spéciales que Dieu les rappelle plus tôt, pour aider là-haut. » La simplicité de l'explication, l'acceptation sereine de la fillette face au plus grand des mystères, toucha profondément Antoine. « Ta grand-mère est très sage, Louise, » parvint-il à dire, malgré le nœud dans sa gorge. « Maintenant, pourquoi n'emmènes-tu pas Pierre et Paul leur montrer d'autres de tes origamis? Nous devons finir notre conversation d'adulte ici. »« D'accord, » acquiesça-t-elle, se tournant déjà pour sortir. Mais à la porte, elle hésita. « Monsieur Mercier, on va devoir retourner sous le pont aujourd'hui ?» La question, posée sans apitoiement, juste avec une curiosité enfantine, brisa le cœur d'Antoine. Avant qu'il ne puisse répondre,
Paul fit un pas en avant, regardant directement son père. « Non, » dit-il avec une clarté surprenante. « Louise, reste avec nous. » Pierre, à côté de son frère, acquiesça vigoureusement. « Maison, vide, sang. »« Louise, » ajouta-t-il, les mots encore difficiles, mais la détermination évidente. Antoine regarda Madame Thérèse qui observait la scène les yeux embués. Il y avait tant à discuter, tant de révélations à traiter, tant de décisions à prendre. Mais au milieu de tout ce tourbillon, une chose était claire. Ces enfants, par un miracle ou un dessein du destin, s'étaient trouvés et reconnus, au-delà de toute barrière de classe sociale, au-delà du silence, au-delà de l'absence de lien de sang évident. « Non, Louise, » répondit-il finalement. « Toi et ta grand-mère ne retournerez pas sous le pont aujourd'hui. Ni jamais, si ça ne dépend que de moi. » Le visage de la fillette s'illumina. « Vraiment? On peut rester ici ?» Antoine échangea un autre regard avec Madame Thérèse. Il y avait encore tant de questions, tant de mystères à élucider. Le billet de Béatrice, le secret qu'elle avait promis de garder, la présence du médaillon dans sa maison. Mais une chose était sûre, il ne laisserait pas Louise et sa grand-mère retourner dans la rue, quelle que soit la vérité sur le passé. Nous allons en parler, Louise, mais je te promets que nous trouverons une meilleure solution que le pont. Maintenant, allez jouer, d'accord ? Quand les enfants sortirent, fermant la porte derrière eux, Antoine et Madame Thérèse restèrent silencieux quelques instants, chacun perdu dans ses propres pensées. Ce fut elle qui parla la première. « Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas, Monsieur Mercier. Mais une chose est sûre, votre femme voulait que Louise et vous vous connaissiez. Elle a gardé ce médaillon, a écrit ce billet. Mais pourquoi ?» demanda-t-il angoissé. « Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit de son vivant? Pourquoi tout ce mystère ?» Madame Thérèse soupira. Peut-être attendait-elle le bon moment. Peut-être voulait-elle protéger quelqu'un, vous, Clarisse, Louise, peut-être elle-même. Nous ne le saurons pas avec certitude, à moins de trouver d'autres indices. Antoine serra fort le médaillon, comme s'il pouvait en extraire les réponses qu'il cherchait. Vous pensez qu'il est possible que je sois le père de Louise? La question flotta dans l'air, lourde d'implications. Vous et Clarisse, vous vous êtes connus? Antoine secoua la tête. Pas que je me souvienne. Béatrice ne nous a jamais présentés. Mais... Il hésita. Il y a eu une fête pendant notre séparation. Une réunion d'anciens élèves de la Sorbonne. J'ai été invité par un ami, bien que j'ai étudié dans une autre université. J'ai trop bu ce soir-là. Il y a des parties de la soirée dont je ne me souviens pas. Et Clarisse était là. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. L'avoir rencontrée, mais... Il y a un moment de cette soirée qui est un blanc total pour moi. Madame Thérèse considéra cette information un instant. Clarisse a mentionné une fois que le père de Louise était quelqu'un qu'elle avait rencontré à une fête. Elle a dit qu'il se souviendrait à peine d'elle, qu'il était altéré par l'alcool. Le cœur d'Antoine s'accéléra. Les coïncidences continuaient de s'accumuler, formant une image de plus en plus claire et troublante. « Si c'est vrai, continua-t-il, si je suis le père de Louise, Béatrice a dû le découvrir d'une manière ou d'une autre. Peut-être que Clarisse le lui a dit. Et Béatrice, au lieu de vous confronter ou de vous quitter, a décidé de protéger le secret, compléta Madame Thérèse. Protéger Clarisse, protéger l'enfant, peut-être même protéger votre mariage. Mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Parce qu'elle vous aimait, Monsieur Mercier, vous tous, assez pour pardonner, pour accepter, pour protéger, même si cela signifiait porter ce fardeau seul. Les mots de Madame Thérèse frappèrent Antoine comme un éclair. Soudain, tant de choses prenaient sens. Le changement de comportement de Béatrice après leur réconciliation, son insistance à essayer de tomber enceinte juste après, comme pour effacer tout souvenir de la séparation avec une nouvelle famille. Et plus tard, son intérêt presque obsessionnel pour le bien-être des enfants défavorisés, créant une fondation pour les soutenir, ce qu'à l'époque il avait attribué uniquement à sa générosité naturelle. Et maintenant, par un retournement du destin, Louise avait trouvé le chemin jusqu'à sa porte, ou plutôt jusqu'à ses fils, les fils de Béatrice, ses demi-frères peut-être. La connexion instantanée, la facilité avec laquelle les jumeaux s'étaient ouverts à elle, comme s'ils reconnaissaient, à un niveau inconscient, la présence de quelqu'un qui partageait leur sang. « Nous devons en être sûrs, dit-il finalement. Un test ADN ? Oui.
acquiesça Madame Thérèse. Pour Louise, elle mérite de connaître la vérité sur ses origines. Mais, Monsieur Mercier, elle lui prit fermement la main. Indépendamment du résultat, vous avez déjà fait plus pour ma petite fille en 2 jours que son père supposé n'a fait en 10 ans. Cela compte plus que n'importe quel lien de sang. Antoine acquiesça, ému par la générosité de cette femme qui, malgré toutes les difficultés qu'elle avait affrontées, parvenait encore à voir le meilleur chez les gens. Madame Thérèse, indépendamment de ce que nous découvrirons, je veux vous offrir un endroit où vivre. J'ai un appartement dans ce même immeuble, au 4e étage. Il est vide. Il a besoin de quelques rénovations, mais il pourrait être un foyer convenable pour vous deux. Les yeux de la vieille dame s'emplirent de larmes. Vous feriez ça pour nous, même sans être sûr de rien? Je le ferai. Pour Louise, pour mes fils et pour Béatrice. Si elle a voulu, protéger votre petite fille, même sans pouvoir être présente, le moins que je puisse faire est d'honorer ce souhait. Madame Thérèse lui serra la main plus fort. Merci. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Simplement, merci. Un bruit de rire venant du salon interrompit ce moment. Antoine et Madame Thérèse se regardèrent, tous deux les larmes aux yeux, mais aussi avec un sentiment croissant d'espoir. Indépendamment des mystères du passé, le présent était là, vibrant et plein de possibilités, sous la forme de 3 enfants qui avaient trouvé les uns dans les autres ce dont ils avaient le plus besoin. « Allons les rejoindre ?» suggéra Antoine en se levant et en offrant son bras pour aider Madame Thérèse. « Je crois que nous avons eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Le reste peut attendre demain. »« Vous avez raison, » acquiesça-t-elle, acceptant son soutien. « Demain sera un nouveau jour avec de nouvelles révélations, de nouvelles découvertes. Mais je pense que, quelle que soit la vérité que nous trouverons, elle ne fera que confirmer ce que nous savons déjà dans notre cœur. Et qu'est-ce que ce serait, Madame Thérèse ?» La vieille dame sourit, avec la sagesse de quelqu'un qui a déjà vu la vie prendre de nombreux tournants. Que le destin, aussi tortueux que soient ses chemins, sait toujours ce qu'il fait. Et que parfois, c'est dans les pertes les plus douloureuses que naissent les plus grandes bénédictions. Antoine réfléchit à ces mots tandis qu'ils marchaient ensemble vers le salon. Peut-être que Madame Thérèse avait raison, peut-être que tous les chemins douloureux, la mort de Béatrice, le silence des jumeaux, les difficultés de Louise et de sa grand-mère, avaient convergé précisément vers ce moment, vers cette rencontre qui transformait toute leur vie. Dans le salon, la scène qu'ils découvrirent les fit s'arrêter à la porte, touchés par la simplicité et la beauté du moment. Paul lisait à voix haute, hésitant mais déterminé, un livre de contes pour enfants. Pierre et Louise étaient assis à ses côtés, écoutant attentivement. Madame Dubois observait, debout, les mains sur sa poitrine, les larmes coulant librement sur son visage ridé. La princesse regarda le ciel et vit une étoile briller. C'était l'étoile de sa mère qui veillait sur elle, de là-haut. La voix de Paul se brisa sur la dernière phrase, comme s'il avait été lui-même touché par le sens des mots. Louise, percevant son émotion, lui prit la main. « Tu lis très bien, » dit-elle, avec une admiration sincère. « Demain, je pourrais vous lire une histoire aussi. Mamie est en train de m'apprendre. » Pierre, qui était resté silencieux jusqu'alors, surprit tout le monde en répondant clairement « Demain. » et toujours. Antoine et Madame Thérèse échangèrent un regard. Dans ce simple « toujours » se trouvait une promesse, un engagement, une certitude qui transcendait tous les doutes et les mystères qui planaient encore sur eux. Quelle que soit la vérité sur le passé, l'avenir était là, devant eux, personnifié par ces 3 enfants qui, d'une manière ou d'une autre, avaient trouvé les uns dans les autres le chemin du retour à la vie.